Si tu pouvais regarder la Terre depuis la Station spatiale internationale la nuit, tu pourrais voir la lumière des villes depuis l'espace. Voilà à quel point notre impact en tant qu'espèce est important. Il existe d'énormes villes multiculturelles autour du monde. Nous avons construit des bâtiments tellement hauts que leurs sommets disparaissent presque à vue d'œil. Des villes qui sortent de la Terre pour que des milliers et des milliers de personnes puissent y vivre. Mais oh, qu'est-ce que c'est? Quel beau singe! Qu'est-ce que tu fais là, mon pote? Tu veux une banane? Oui, elle a l'air délicieuse. Fais attention, ne tombe pas de cet arbre. Oups! La nature peut être si brutale parfois. Je parie qu'il ne s'est pas réveillé en se disant qu'aujourd'hui, il serait le petit déjeuner d'un lion. Quoi? Pas d'humains? Mais où sont-ils tous passés? On dirait que lorsque ce singe est tombé de l'arbre, il a créé une chaîne d'événements qui a fait qu'aucun humain n'a jamais existé sur Terre. Je sais ce que c'est. Nous devons être dans un univers parallèle. Eh bien, allons quelques milliers d'années en avant. À quoi ressemblerait donc la Terre? Les humains ont modifié environ 50% ou plus de la surface de la planète. Dans cette réalité, il n'y aura donc pas du tout de villes ou de paysages façonnés par nous. Il n'y aura rien qui aura été touché par l'homme. La Terre semble maintenant être un paradis pour les animaux. Ils sont partout. Ces animaux qui se trouvaient auparavant seulement en Afrique sont maintenant présents sur tous les continents. Il y a des lions qui errent librement en Amérique. Oh, et regarde, en Europe, il y a des rhinocéros, des éléphants, des loups. Waouh, un élan! Et il y a même des ours ici. Comme il n'y a aucun humain en train d'occuper la plus grande partie de cet espace terrestre, les mammifères sont désormais libres d'être partout. Eh bien, tu as compris, des mammifères différents de nous. Il y a aussi une grande diversité d'animaux. La Terre est devenue ce qui semble être une expansion de l'Afrique que nous connaissons aujourd'hui, en termes d'espèces animales. Tu peux aussi voir de grands mammifères, des paresseux géants, des dents de sabre et même des mastodontes qui parcourent aujourd'hui la Terre comme dans l'Antiquité. La raison pour laquelle notre Terre n'est pas comme ça est que les humains occupent une grande partie de l'espace disponible avec leur structure. Par exemple, la raison pour laquelle il y a tellement de diversité animale en Afrique, dans notre univers, n'est pas que le continent est juste adapté pour que les animaux se développent et y habitent. C'est surtout parce que nous n'avons pas été trop actifs dans une grande partie de ce continent. Nos ancêtres ont eu beaucoup à voir avec l'extinction des grands mammifères. La période glaciaire n'a pas été la seule coupable. Sur notre Terre, les humains sont la forme de vie intelligente. Et sur cette planète, comme tu le sais peut-être, la sélection naturelle est ce qui guide l'évolution. Ceci combiné avec certaines mutations aléatoires que nous pouvons observer chez certaines espèces. Cela suggère que même sans les humains, il y a de fortes chances pour que de la vie intelligente se développe. Ainsi, les primates sont maintenant la forme de vie dominante, ou peut-être que les suricates ont évolué en une espèce dominante. Le climat sur cette Terre est également plus frais que le nôtre. C'est parce qu'il n'y a pas de gaz à effet de serre. Selon la NASA, la tendance actuelle du réchauffement de la Terre est probablement le résultat de l'activité humaine depuis les années 1950. Cela signifie que l'augmentation des niveaux de gaz à effet de serre dans l'atmosphère est la raison pour laquelle notre planète se réchauffe. Les gaz à effet de serre sont appelés ainsi parce que, tout comme une serre, ils emprisonnent la chaleur. Ils laissent passer la lumière du soleil dans l'atmosphère, mais la chaleur qu'elle apporte ne quitte pas notre atmosphère à cause d'eux. C'est une bonne chose, car sinon la vie sur Terre n'aurait aucune chance de survivre. Mais comme elle est maintenant trop abondante, la planète se réchauffe plus qu'elle ne le devrait. Retournons sur notre Terre parallèle. Dans l'eau, la grande barrière de corail en Australie est encore totalement intacte, et c'est toujours le plus grand système de récifs coralliens qui existe, ainsi que le plus grand organisme vivant de la planète, tout comme le nôtre. Cette nouvelle Terre est aussi pleine d'arbres, et ils sont luxuriants, c'est vert partout. Toutes sortes d'arbres existent et abritent les différents animaux de la planète. Et comme il n'y a pas de déforestation, le poumon de la planète, c'est-à-dire la forêt tropicale amazonienne, peut prospérer et semble plus vivante et dynamique que jamais. Mais disons, et si les humains arrivaient sur cette Terre en ce moment précis, peut-être cette année ou l'année précédente, disons? Ils ne seraient certainement pas l'espèce dominante dans l'immédiat et auraient probablement du mal à s'imposer au tout début. Le processus d'évolution et d'apprentissage serait lent jusqu'à ce qu'ils se retrouvent au sommet. Ils devraient s'adapter à leur nouveau foyer. Ce serait comme de voyager dans notre réalité d'il y a environ 130 000 ans.
dans un endroit où les humains modernes, ou Homo sapiens, seraient en train d'apparaître. Les humains n'étaient pas nouveaux à l'époque. La seule nouveauté, c'est qu'ils avaient évolué pour devenir des Homo sapiens. Ce n'est pas comme si nous avions été déposés par un vaisseau spatial sur la Terre ou quelque chose comme ça. Mais dans cette réalité alternative, c'est exactement ce qui s'est passé. Un groupe d'humains a été lâché du ciel sur la Terre. Maintenant, ils doivent tout apprendre à partir de zéro. Ils doivent comprendre comment survivre et s'épanouir dans leur nouvel environnement. Ils doivent chasser pour trouver leur propre nourriture et ils doivent prendre ce qu'ils peuvent obtenir de la planète. Tout comme nous l'avons fait il y a 130 000 ans. Ces nouveaux humains sont des nomades. Ils ne peuvent pas s'installer à un endroit précis car ils ont besoin d'explorer et de comprendre leur environnement, tout comme les animaux qui les entourent. Au fur et à mesure que leurs populations deviennent plus nombreuses, ils se divisent en petits groupes pour trouver de nouveaux endroits plus adaptés pour construire leur maison ou des endroits où la survie peut s'avérer plus facile. Depuis qu'ils sont arrivés sur cette nouvelle terre, ils ont fait quelques explorations et se sentent plus à l'aise dans leur nouveau cadre. Leurs outils sont mieux adaptés et des structures qui ressemblent à des maisons, comme des huttes, commencent enfin à apparaître. Il y a 50 000 ans, nous avons développé notre langue. Ces humains développent aussi la leur car ils ont besoin de mieux communiquer entre eux. Avec le langage, ils deviennent de plus en plus organisés et sont capables d'élaborer de meilleurs plans pour leur avenir. Tous les chiens viennent des loups et il existe 2 théories sur la façon dont il est possible que les bêtes sauvages soient devenues les meilleurs amis de l'homme. Une théorie dit que les premiers humains ont fini par capturer des petits loups d'une manière quelconque et les ont gardés comme animaux de compagnie. Avec le temps, ils ont progressivement réussi à domestiquer les loups. Une autre théorie affirme que les loups se sont domestiqués tout seuls. Ça s'appelle la survie du plus amical. Comme les loups et les humains étaient tous deux des chasseurs, les loups ont probablement compris qu'ils auraient des avantages s'ils restaient auprès des humains au lieu de leur faire directement concurrence. Certains loups avaient peur des humains et étaient agressifs envers eux. D'autres étaient peut-être plus amicaux, ce qui leur a probablement permis d'avoir accès aux réserves de nourriture des chasseurs. Avec le temps, le comportement humain moderne commence à se manifester. Des maisons permanentes commencent à apparaître dans des endroits qui sont bien adaptés à leur survie et leur confort. Peut-être à côté d'une rivière ou dans des endroits où le sol est fertile. De cette façon, ils peuvent aussi devenir fermiers et développer l'agriculture. Au fur et à mesure qu'ils s'installent, des communautés commencent à se former. Comme ce sont des êtres très sociaux, il est naturel qu'ils soient attirés les uns par les autres. Bientôt, les humains sont partout sur la planète, répartis sur les continents avec leurs propres communautés et familles, sans oublier leurs animaux domestiques. Le paysage de la planète se modifie comme dans notre propre réalité, pour répondre aux besoins des humains. Les cultures se sont développées, les rivalités commencent. Chaque groupe a tendance à s'entrechoquer avec les autres. Des milliers et des milliers d'années passent encore, et cette société humaine commence à ressembler beaucoup à celle que nous avons aujourd'hui. Pourtant, les choses auraient pu se passer différemment. Il y aurait peut-être eu une espèce intelligente sur place, avec laquelle ils auraient dû rivaliser, et qui aurait un peu modifié leur évolution. Peut-être qu'une société avec différentes formes de vie intelligentes aurait pu voir le jour et coexister pacifiquement. Lorsque tu entres dans un café, un suricate pourrait être ton serveur. Les propriétaires pourraient être un couple de frères et sœurs gorilles. Ou alors tu irais chez un coiffeur, c'est un primate qui porte une veste de coiffeur qui te couperait les cheveux. Sinon, il est probable que les choses finiront par ressembler à notre réalité. L'homme ne serait peut-être pas l'espèce la plus nombreuse sur Terre, mais il serait certainement toujours celle qui a le plus d'impact sur notre planète. Il n'y a pas si longtemps, les astronomes ont découvert une planète qui a reçu le nom de UCF 1.01. Ce monde se trouve à environ 33 années-lumière de la Terre. Cela fait de cette planète notre voisine la plus proche sur le plan cosmique, bien entendu. Honnêtement, ce corps spatial n'est jamais que candidat à être reconnu comme une planète, car les astronomes n'ont pas encore mesuré sa masse. Mais ils ont de grands espoirs. Cette planète potentielle est très différente de notre Terre. À seulement 2,7 millions de kilomètres de son étoile, elle complète son orbite en 1 jour et demi. C'est un monde brûlant et désert dont la température de surface peut atteindre 540 degrés Celsius. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que la planète entière est probablement couverte de magma. Même si UCF 1.01 a eu une atmosphère,
elle s'est certainement évaporée depuis longtemps. Mais alors, la question qui se pose est la suivante. Et si la Terre subissait un jour un événement catastrophique qui la laisserait dans cet état, bouillonnante avec sa surface recouverte d'une épaisse couche de lave? Les gens parviendraient-ils à s'adapter à ces conditions et à migrer sous terre? Cela semble incroyable, mais les experts sont sûrs qu'avec le temps, les humains se transformeraient en des sortes d'hommes taupes. Et ce, sans sacrifier leur bien-être. Bien sûr, la vie serait très différente d'aujourd'hui. Plus de coucher et de lever de soleil. Fini les voyages en avion et l'exploration spatiale, à moins qu'on ne trouve le moyen de lancer une fusée depuis le sous-sol. Plus de pique-niques dans les parcs ou de bains de soleil au bord de la mer. Les gens devraient construire un vaste réseau de tunnels souterrains qui relierait les grandes villes. Les transports les plus probables dans ce nouveau monde seraient des trains à grande vitesse silencieux et des voitures électriques. Après avoir migré sous terre, les gens auraient des difficultés non seulement physiques, mais aussi psychologiques. Au début, leur nouvelle maison serait un endroit sombre et stérile, sans air frais et sans couleur. Pour s'adapter à ces conditions de vie difficiles, les gens devraient modifier leur mode de vie. Des serres, des parcs bien éclairés avec des arbres et des projections virtuelles du ciel, des odeurs et des sons familiers, tout cela aiderait les gens à s'adapter à leur nouvelle vie. Après avoir vécu sous terre pendant plusieurs générations, les gens commenceraient à avoir une apparence un peu différente. Pâles à cause du manque de lumière du soleil, avec de grands yeux sensibles adaptés à un éclairage plus faible et des poumons plus développés. Quant à la possibilité même de vivre sous terre, eh bien, écoute plutôt ça. On pourrait imaginer les profondeurs de la Terre comme une énorme masse de roches solides comprimées. Mais la réalité est différente. Cette masse est fortement fracturée. L'eau coule le long des fractures et des fissures de la couche externe de la planète, la croûte. Certains de ces cours d'eau atteignent des profondeurs de plusieurs kilomètres. En d'autres termes, le sous-sol de la Terre pourrait probablement accueillir une vie végétale et animale. Si les gens vivaient sous terre, il ne manquerait pas d'eau douce. Les réservoirs à l'intérieur de la planète contiennent 100 fois plus d'eau que tous les lacs, rivières et marais réunis. De plus, cette eau ruisselle à travers le sol qui agit comme un purificateur. Mais les gens devraient faire très attention à ne pas endommager ces réservoirs. Sinon, les villes souterraines seraient inondées et se transformeraient en pièges géants remplis d'eau. Ce serait aussi un véritable défi de vivre sans la lumière du soleil. Les plantes ne peuvent pas survivre sans la lumière ultraviolette du soleil. Elle est absolument nécessaire à la photosynthèse car la lumière solaire sert à obtenir des nutriments à partir du dioxyde de carbone et de l'eau. Un des produits dérivés de ce processus est l'oxygène, une chose dont les gens ne peuvent pas se passer. Donc, pas de lumière solaire, pas de plantes, pas d'oxygène. La lumière du soleil est également cruciale pour l'homme. Par exemple, elle aide ton cerveau à libérer de la sérotonine, une hormone qui améliore ton humeur et te fait te sentir calme et concentré. Grâce au rayonnement ultraviolet B de la lumière du soleil, ta peau produit de la vitamine D. Celle-ci est indispensable pour avoir un système immunitaire fort et des os, des dents et des muscles en bonne santé. C'est pourquoi les gens devraient trouver un moyen de remplacer la lumière du soleil. Heureusement, des lampes LED capables d'émettre des ondes UV pourraient produire la lumière dont les corps humains et les plantes ont tellement besoin. Dans ce nouveau monde souterrain, il n'y aurait pas de grands champs éclairés par le soleil. Au lieu de cela, il y aurait des serres tentaculaires avec des lampes LED qui brilleraient au plafond. Des machines spéciales alimenteraient les plantes et les cultures avec de l'eau recyclée riche en nutriments. Dans certaines zones situées dans d'étroites failles souterraines, les gens utiliseraient des conteneurs de transport au lieu de serres. Ces conteneurs seraient remplis de rangées verticales de plantes et d'ampoules LED bleues et rouges. Quant aux personnes, elles devraient suivre un régime riche en vitamine D. Cela signifierait manger beaucoup de jaunes d'œufs, de fromage, de poissons, d'épinards, de soja, etc. Si ces aliments ne suffisent pas, des suppléments de vitamine D feraient l'affaire. Sans la lumière du jour, les gens auraient des problèmes avec leur rythme circadien, lesquels régulent nos habitudes de sommeil. Si tu étais isolé dans un endroit sans la moindre lumière, tu pourrais facilement dormir pendant 48 heures d'affilée. C'est pourquoi les personnes qui vivraient sous la surface de la Terre auraient besoin de lumières artificielles pour contrôler leur horloge interne. Il n'y aurait aucun problème avec l'électricité, elle serait produite à l'aide de la chaleur interne de la Terre.
Ce type d'énergie est appelé géothermie, des mots grecs géo pour terre et thermos pour la chaleur. Elle peut être extraite de l'eau chaude et de la roche. Comme un oignon, notre planète est constituée de plusieurs couches. La partie la plus profonde est un noyau solide d'environ 2400 km de diamètre. Composé de fer, il est entouré d'un noyau externe brûlant. Il fait jusqu'à 2250 km d'épaisseur et est principalement composé de nickel et de fer liquide. La couche suivante est le manteau. Même si beaucoup de gens l'imaginent comme de la lave, le manteau est en fait de la roche. Mais cette roche est si chaude qu'elle peut couler comme du goudron. La température au cœur de la Terre peut atteindre 6000 degrés Celsius. C'est presque 540 degrés de plus qu'à la surface du Soleil. Le manteau est également brûlant, de 4000 degrés Celsius à la surface du noyau à 400 degrés Celsius dans ses parties extérieures. Pas étonnant que les gens n'aient pas de difficulté à transformer toute cette chaleur en énergie électrique. Mais comme l'intérieur de notre planète est incroyablement chaud, les gens ne pourraient pas construire de villes trop profondément sous terre. Toutes les zones habitables resteraient probablement plus proches de la surface. La partie la plus externe de la Terre, la croûte terrestre, ressemble à la coquille d'un œuf dur. Elle est divisée en blocs gigantesques appelés plaques tectoniques. Lorsque deux plaques entrent en collision, des montagnes se forment et de nouvelles failles apparaissent dans le plancher océanique. Ces plaques ont des largeurs différentes, de 40 km d'épaisseur sous les continents à 8 km sous les océans. Ces blocs se déplacent en flottant sur le manteau terrestre, lentement, presque imperceptiblement. Cela signifie que les villes souterraines bougeraient aussi, mais qu'il serait pratiquement impossible de remarquer ces mouvements. D'ailleurs, c'est au XVIIe siècle que les gens ont commencé à croire qu'il pouvait y avoir un autre monde à l'intérieur de notre planète. Cette idée a reçu le nom de théorie de la Terre creuse. Elle affirmait que la moitié de la planète était occupée par le poids de sa surface. Sous la surface, il y avait un espace vide. Un petit soleil était suspendu au centre de cette cavité, ce qui créait un environnement tropical confortable sur la face intérieure de la surface de la Terre. On pouvait pénétrer à l'intérieur de la Terre par l'une des ouvertures situées près des pôles sud et nord. On pensait qu'une race d'humains évolués vivait dans la planète. Ils étaient pacifiques et y vivaient depuis des siècles. Bon, clairement pas des humains. Ils disposaient de technologies uniques, comme des véhicules volants par exemple. Et comme le climat à l'intérieur de la planète était plus doux que celui de la surface, cette race était beaucoup plus forte et en meilleure santé. Même si cette idée ressemble à de la science-fiction, plusieurs scientifiques célèbres l'ont soutenue. Certaines personnes sont encore persuadées qu'il existe un autre monde à l'intérieur de notre planète. Mais si la Terre était creuse, elle n'aurait pas de champ magnétique. Et sans champ magnétique, les vents solaires dépouilleraient notre planète de son atmosphère en un clin d'œil. Ce qui laisserait notre planète verte, déserte et inhabitable, comme c'est le cas de Mars. Le champ magnétique de notre planète existe grâce au processus qui se déroule en son centre, qui n'est pas du tout creux. Des métaux liquides sont constamment en mouvement dans le noyau externe de la Terre, ce qui génère des courants électriques. Lorsque la planète tourne autour de son axe, ces courants électriques forment un puissant champ magnétique. La partie de la magnétosphère tournée vers le Soleil est aussi grande que 10 rayons terrestres. Et l'autre côté s'étend en une magnétoqueue qui représente près de 200 fois le rayon de la Terre. Pendant plusieurs années, le vaisseau spatial Kepler de la NASA a erré dans l'espace. Il a étudié plus de 150 000 étoiles à travers la galaxie. Cette recherche avait un objectif précis, trouver des planètes similaires à la Terre. Ces planètes pourraient devenir notre deuxième maison. Mais cela ne se produira que dans un avenir lointain, lorsque l'humanité commencera à coloniser l'espace. La mission a été un succès. Kepler a trouvé des tas de planètes qui ont été baptisées Super-Terre. Mais dans notre système solaire, pas une seule planète ne peut être qualifiée de Super-Terre. Certains scientifiques pensent qu'elle pourrait se cacher quelque part à la périphérie de notre système. Mais personne n'en a trouvé de preuves tangibles. Une Super-Terre semble impressionnante, mais en réalité, il est peu probable qu'elle ressemble à notre planète. Dans tout l'univers, il existe de nombreuses Super-Terres de ce type. Pour devenir une Super-Terre, une planète doit peser de 1 à 10 fois la masse de notre planète. Elle doit aussi faire 2 fois sa taille et être alimentée par l'énergie d'une étoile. Ce sont là tous les critères. La surface d'une telle planète peut être rocheuse ou gazeuse ou même mixte. Imagine que tu vis sur une telle planète. C'est la même que la nôtre, avec une atmosphère, un climat et un paysage similaires, mais plusieurs fois plus grande. Notre vie serait différente ici. À cause de la masse accrue, la gravité sur cette planète est beaucoup plus forte.
Il n'y a pas de hautes montagnes ou d'arbres dans ce monde. L'Everest est plusieurs fois plus petit. La plupart des arbres ne poussent pas plus haut qu'un immeuble d'un étage. Les gens sont aussi plus compacts. Il est difficile pour le corps de grandir lorsque la gravité fait pression sur lui avec une force double ou triple. La taille moyenne d'un adulte est d'1 mètre. Il y a presque 8 milliards de personnes sur Terre aujourd'hui. Dans les grandes villes, les gens se sentent à l'étroit. Mais sur la super-Terre, la superficie est 2 fois plus grande. Les gens sont aussi plus petits. Ils conduisent de petites voitures et vivent dans de petites maisons. C'est pourquoi il y a beaucoup plus d'espace. L'air est plus pur et toutes les régions de cette planète ne sont pas encore entièrement explorées. Les jours et les nuits durent plus longtemps ici que sur notre bonne vieille Terre. Aujourd'hui c'est lundi et mardi commencera dans 48 heures. Mais les gens n'ont toujours pas assez de temps libre. Les heures de travail sont plus longues désormais et ils ont tous besoin de plus de temps pour dormir, se reposer et se déplacer. Mais la bonne nouvelle, c'est que les gens sont désormais beaucoup plus forts et plus résistants. Si une personne ordinaire arrive sur la super-Terre, elle aura l'impression de porter un lourd sac à dos rempli de briques. Ses muscles ne seront pas habitués à porter une telle charge à tout moment. Même pendant son sommeil, elle se sentira lourde. Chez une personne non préparée, cette pression peut endommager les os et les muscles et entraîner des conséquences désagréables. Mais comme les gens vivent sur la super-Terre depuis des milliers d'années, ils ont évolué et se sont adaptés aux nouvelles conditions. Sur cette planète, les os humains sont aussi solides que le fer. Les muscles sont aussi durs que la roche. Les gens sont des créatures petites mais puissantes, mais ils ne connaissent pas leur propre force. Tout ce qui les entoure est lourd, et c'est la norme. Les arbres sont plus robustes et leur bois est plus durable, ce qui signifie que les meubles sont plus massifs. Une simple feuille de papier sur la super-Terre peut peser 10 fois plus que celle à laquelle nous sommes habitués. Une voiture de taille standard peut peser autant que 2 camions de pompiers et une cuillère à café est plus lourde qu'un haltère. Mais comme le poids de tous les véhicules est plus important là-bas que sur notre planète, les gens ont besoin de plus de puissance et de carburant pour atteindre des vitesses élevées. Ils utilisent beaucoup d'essence. Il faut énormément de ressources pour envoyer des fusées dans l'espace. Il faut plus de carburant pour vaincre la gravité de la super-Terre et quitter son atmosphère. Les vaisseaux spatiaux doivent aussi peser moins lourd. Quand tout est si lourd et dense, tu ne te sens pas super fort. Mais disons que tu es un résident de la super-Terre et que tu décides un jour de visiter notre bonne vieille Terre. Ici, à l'inverse, tu deviens un surhomme. Tu peux t'approcher de n'importe quelle voiture, mettre tes mains contre le coffre et commencer à la faire bouger. Dans la salle de sport, tu soulèves facilement n'importe quel poids. D'un seul coup de poing, tu peux laisser une fissure dans un mur de béton ou briser une planche de bois. Tout cela semble extrêmement impressionnant, compte tenu de ta petite stature. Tes jambes, habituées à de lourdes charges, se sentent si légères ici. Tu peux facilement sauter d'un toit à l'autre. Si tu tombes accidentellement d'un immeuble de 2 étages, ton corps ne subira aucun dommage grave. Ta peau ne sera pas éraflée, tes os résisteront facilement à la chute. Sur Terre, tu deviens un super-héros. Malheureusement, une super-Terre avec les conditions parfaites pour les humains n'a pas encore été trouvée. Ces planètes sont encore mal comprises. Elles peuvent même présenter un danger pour les humains. Une grande masse signifie une énorme quantité d'énergie. Et cette énergie doit être libérée. Si nous vivions sur la super-Terre, les éruptions volcaniques seraient aussi fréquentes que les orages. La gravité accrue pourrait aussi provoquer le déplacement d'un plus grand nombre de plaques tectoniques. Le paysage et la croûte de la planète seraient très instables. Imagine que des tremblements de terre te réveillent tous les jours. De telles conditions encourageraient les gens à développer un grand sens de l'équilibre. Il y aurait aussi des technologies spéciales pour renforcer les fondations des maisons. Les déplacements fréquents des plaques tectoniques déclencheraient d'énormes tsunamis. Les océans changeraient constamment de forme. De vastes étendues de terre seraient inondées. Dans des conditions aussi changeantes, les gens ne pourraient jamais construire de villes permanentes et vivre confortablement. De plus, si jamais des gens venaient ici, il leur serait difficile de s'envoler à cause de la puissante force gravitationnelle de la planète. Les objets spatiaux qui passent devant la super-Terre auraient plus de chances de tomber sur la planète. En plus des éruptions volcaniques et des tremblements de terre, il y aurait de fréquentes pluies de météores. Et il ne s'agirait pas seulement de minuscules roches qui s'évaporent dans l'atmosphère. D'énormes astéroïdes pourraient être déviés de leur trajectoire par la gravité de la planète. Les gens devraient construire une machine capable de détruire les météorites avant qu'elles n'entrent dans l'atmosphère. Mais même s'ils réussissaient, des centaines de morceaux de roches spatiales tomberaient quand même sur la super-Terre. Après toutes ces catastrophes, les gens comprendraient très probablement qu'il n'y a qu'une seule super-Terre. Et c'est notre planète natale. La pire chose qui puisse arriver à la Terre est le durcissement de son noyau. Dès qu'il cessera de fonctionner, la planète perdra le bouclier qui la protège et nous protège des radiations spatiales. Les tempêtes solaires et les explosions d'énergie peuvent créer de graves problèmes pour les gens. Tous les appareils électroniques cesseront de fonctionner normalement. Internet,
les centrales électriques, les feux de circulation, les ordinateurs, les avions, tout. Pour survivre dans un tel environnement, les gens devront vivre sous un énorme dôme qui ne laissera pas passer les radiations et les météorites. Mais de nombreuses super-terres ont des conditions encore plus extrêmes que cela. Par exemple, il existe une planète où la température de l'air est si élevée que les métaux s'y vaporisent. Il est peu probable que des formes de vie puissent apparaître dans un tel endroit. Mais si les gens devaient y évoluer, notre espèce serait invulnérable. Imagine des créatures recouvertes d'une peau plus solide et plus élastique que n'importe quel matériau sur Terre. Traverser le feu serait pour elles aussi ordinaire que de respirer de l'air. Les habitants de ce monde essaieraient probablement de s'emparer d'autres planètes. La seule chose à laquelle ils ne résisteraient pas seraient les basses températures. Une légère brise chaude leur semblerait être une rafale de vent glacé. Il existe une autre super-terre semblable à celle-ci. Elle reçoit d'énormes quantités d'énergie de l'étoile la plus proche. À cause de cela, les températures y sont si élevées qu'elles détruisent même les molécules. Dans les profondeurs de l'espace, les scientifiques ont trouvé une autre super-terre. Elle fait 2,5 fois la taille de notre planète et est entièrement recouverte d'eau. Il n'y a pas une seule parcelle de terre ferme. La planète est lourde, c'est pourquoi elle est un peu inclinée sur le côté. Lorsque cette super-terre tourne sur son axe, l'eau coule d'un côté à l'autre. Les tsunamis massifs et destructeurs sont fréquents sur cette planète. Si des gens vivaient là-bas, ils ressembleraient plus à des amphibiens qu'à des humains. Une autre super-terre se trouve à 6 années-lumière de nous. Sa masse est 3 fois supérieure à celle de notre Terre. La planète met environ 233 jours pour faire le tour de son étoile et cette planète ne reçoit que 2% de l'énergie de l'étoile. La surface de ce monde est un endroit sombre recouvert de glace. L'une des planètes les plus étonnantes qui existent semble assez amicale et potentiellement habitable. Tout comme notre Terre, elle brille d'une lumière bleue. Mais son apparence est trompeuse. Sur cette super Terre, les vents soufflent à 7 fois la vitesse du son. Mais le principal danger, ce sont les pluies de verre. Des milliards d'éclats transforment en poudre tout ce qui se trouve sur leur chemin. Tu es sur une incroyable planète particulièrement originale. Autour de toi se trouvent des gens normaux qui marchent dans cet endroit unique. Et maintenant, écoute ça. C'est notre nouvelle maison. L'humanité a décidé qu'il était temps de quitter la Terre, et maintenant nous vivons très loin dans une autre galaxie. Mais qu'est-il arrivé à notre chère planète natale ? Eh bien, notre système solaire lui-même avait une date d'expiration. Il s'est passé 7,5 milliards d'années depuis 2020 et le Soleil a commencé à s'étendre, absorbant planète après planète. Mercure, Vénus, la Terre. Cela dit, les conditions de vie sur Terre n'étaient plus adaptées à notre espèce depuis déjà bien longtemps. Retournons là-bas. Dans 4,5 milliards d'années, toute notre galaxie, la Voie lactée, connaîtra un incident incroyable. La galaxie d'Andromède nous frappera à grande vitesse. À la suite de la collision, certaines étoiles seront projetées dans l'espace lointain, tandis que d'autres formeront de nouveaux systèmes solaires. Mais il est fort probable que toute vie dans la nouvelle galaxie androlactée ou androlétière cessera d'exister. C'est pourquoi les gens ont décidé de faire leur bagage, de monter dans des vaisseaux spatiaux de toute nouvelle génération et de partir dans l'espace lointain à la recherche d'un nouveau foyer. Il devrait y avoir un nombre infini de planètes dans l'univers sur lesquelles les humains peuvent théoriquement vivre. L'une des principales exigences, la planète doit être en orbite autour de l'étoile dans sa zone habitable. Cela signifie que la température doit permettre à l'eau d'être liquide. Nous trouvons des systèmes stellaires similaires presque chaque année, et nous avons récemment trouvé le plus proche. Il s'agit de Proxima Centauri. Il y a au moins 2 planètes autour de cette naine rouge sur lesquelles nous pourrions construire notre nouvelle maison. Mais le problème est que ce système se trouve à 4,2 années-lumière. Nous avons donc dû ouvrir notre super garage et choisir un véhicule qui puisse nous emmener aussi loin. Saturn V est une fusée qui a été utilisée pour emmener des humains sur la Lune. Elle pouvait atteindre une vitesse 30 fois plus rapide que la vitesse du son. Aujourd'hui, nous avons des technologies beaucoup plus avancées, comme la fusée SpaceX Falcon Heavy. Cependant, sa vitesse est toujours à peu près la même. Il lui faudrait, à ce genre de fusée, environ 113 000 ans pour traverser la distance qui la sépare de l'étoile la plus proche. Tu continues donc plus loin dans le garage et tu vois l'objet spatial le plus rapide jamais fabriqué par l'homme, la sonde solaire Parker. Sa vitesse est d'un peu moins de 750 000 km/h, mais elle utilise la gravité du Soleil pour accélérer. Bon, supposons que nous avons pu construire une fusée capable d'atteindre cette vitesse. Maintenant, nous nous asseyons derrière une carte des étoiles, nous faisons des calculs, nous dessinons des diagrammes et 6600 ans. Et maintenant, regardons un photon. Ce sont les plus petites particules qui se déplacent à la vitesse de la lumière. Et une chose évidente te vient à l'esprit. Et si l'on construisait un vaisseau qui puisse voyager aussi vite qu'un photon ?
Jusqu'à récemment, on considérait qu'il était impossible de voyager à cette vitesse. Les lois fondamentales de la physique affirment qu'aucun objet ayant une masse ne peut accélérer autant. De l'énergie est nécessaire pour accélérer la masse. Et pour atteindre la vitesse de la lumière, qui est d'environ 300 000 km par seconde, nous aurions besoin d'une quantité infinie d'énergie. Mais c'est encore trop lent. Lève les yeux et regarde le soleil. Il est tellement proche de nous et pourtant, la lumière qui en sort atteint notre planète en 8 minutes. C'est à peu près le temps qu'il faut pour passer par un drive pour prendre un hamburger. Alors le voyage jusqu'à l'étoile la plus proche prendra 4,2 ans. Tu peux obtenir ton diplôme universitaire pendant ce temps. Mais nous avons peut-être trouvé un moyen de tromper les lois de la physique et de voyager plus vite que la lumière. La distorsion. C'est une technologie qui manipule l'espace et le temps pour enfreindre les lois du mouvement. Dans la science-fiction, c'est une sorte de champ qui enveloppe un vaisseau spatial comme une bulle ou une coquille et lui permet de dépasser largement la vitesse de la lumière. Et nous disposons déjà d'une technologie similaire, en quelque sorte. C'est la propulsion alcubière. Comme il est impossible de se déplacer à la vitesse de la lumière dans l'espace-temps normal, le vaisseau doit se déplacer en comprimant l'espace devant lui et le dilater derrière lui. Ainsi, non seulement le vaisseau lui-même se déplace, mais aussi l'espace-temps à l'intérieur de cette bulle. En fait, cela permettra au vaisseau spatial de se déplacer à n'importe quelle vitesse, même si c'est 10 fois plus vite que la vitesse de la lumière. Mais pour déformer l'espace-temps, le vaisseau doit littéralement avoir une taille énorme. Il aura besoin d'une quantité d'énergie comparable à la quantité d'énergie de masse de toute la planète Jupiter. Mais lors de récents symposiums, les scientifiques ont commencé à laisser entendre qu'il y avait de l'espoir. En 2069, la NASA prévoit de lancer une mission interstellaire pour explorer les planètes habitables en dehors de notre système solaire. Nous ne connaissons pas encore les détails de cette mission. Elle n'a même pas encore de nom, mais elle sera dédiée au 100e anniversaire de la mission Apollo, le premier alunissage d'un homme sur la surface de la Lune. Ici, près de Pasadena, en Californie, un petit groupe de scientifiques du Jet Propulsion Lab de la NASA font de leur mieux pour que cela arrive en effet. Et leurs derniers calculs ont permis à tout le monde de crier « Eureka !». Il s'avère que l'anneau autour du vaisseau, qui est censé créer ce qu'on appelle un champ de distorsion, ne doit pas être parfaitement rond comme on le pensait auparavant. Il doit plutôt avoir la forme d'un beignet. Cela simplifierait énormément la conception et la construction. Et le mieux, pour tester cette technologie, un vaisseau spatial de la taille d'une sonde Voyager 1 sera suffisante. Les chercheurs visent aujourd'hui à atteindre au moins 10% de la vitesse de la lumière et à lancer la sonde vers Alpha Centauri. Dans ce cas, pour franchir la distance de 4,4 années-lumière, la sonde aura besoin d'environ 44 ans. À titre de comparaison, la mission Voyager 1 a été lancée le 5 septembre 1977. Après 43 ans, elle a parcouru environ 22,5 milliards de kilomètres et est l'objet le plus lointain fabriqué par l'homme. C'est aussi le plus solitaire de l'univers. Il a depuis longtemps quitté les limites de notre système solaire et se déplace plus loin dans l'espace. Mais rassure-toi, les scientifiques ont encore quelques idées dans leur laboratoire secret. Il y a des rumeurs qui disent qu'ils savent comment atteindre la vitesse de la lumière. L'association spatiale envisage de lancer de petits drones alimentés par des lasers. La force nucléaire ainsi que les collisions de matière et d'antimatière peuvent fournir assez d'énergie pour accélérer un objet jusqu'à la vitesse de la lumière. Mais leurs collègues d'un laboratoire voisin travaillent aussi très ardemment pour mettre en œuvre une autre technologie, la propulsion ionique. Elle utilise des particules de gaz accélérées par le champ électrique. Pour résumer, ta fusée normale va à toute vitesse. Elle accélère au maximum et brûle une quantité incroyable de carburant pour accélérer jusqu'à la vitesse dont elle a besoin. Mais la propulsion ionique est une vieille dame prudente au volant. Elle appuie lentement sur l'accélérateur et avance prudemment. À l'échelle de l'espace, la vieille dame sera plus efficace et pourra conduire beaucoup plus loin que le jeune homme casse-cou. Quelque chose à surveiller de près, donc. Cependant, un nombre indéterminé d'années s'écouleront avant qu'il existe un moyen de mettre vraiment en œuvre la propulsion par distorsion ou par ion. Nous voulons que l'humanité devienne interstellaire, mais d'abord, nous devons au moins s'assurer qu'elle peut se maintenir en vie. Actuellement, nous développons activement des technologies pour envoyer la première mission habitée sur Mars. La colonisation de Mars sera la première étape pour rendre notre espèce interstellaire. Ce sera une sorte de répétition avant de coloniser des planètes plus lointaines. Nous devons comprendre que même si les conditions sur les exoplanètes sont proches des nôtres, nous devrons quand même les terraformer. Nous devons tester notre technologie sur Mars pour la réchauffer à une température proche de celle de la Terre. Nous devons également augmenter la pression atmosphérique pour que l'eau puisse exister à l'état liquide et créer une couche d'ozone qui nous protégera du rayonnement solaire. Après cela, nous pourrons respirer librement à la surface de Mars sans combinaison spatiale. Nous devons maîtriser toutes ces technologies avant de pouvoir créer un véritable voyage par distorsion. Il y a des siècles, les gens naviguaient sur les océans et perfectionnaient leurs vaisseaux pour explorer pleinement notre planète.
Aujourd'hui, nous serons la génération qui construira de nouveaux vaisseaux et fera de longs voyages en dehors de la Terre. La distorsion nous ouvrira des horizons incroyables. Jette un coup d'œil à notre galaxie. Il y a d'innombrables étoiles. Autour de chacune d'elles, il peut y avoir des planètes et, sur certaines d'entre elles, il peut y avoir de la vie. La distorsion nous permettra d'entrer en contact avec cette vie et d'explorer notre galaxie beaucoup plus rapidement. Et cet avenir est déjà proche. Bientôt, nous aurons la chance de rejoindre les pionniers, de revêtir de beaux costumes et de parcourir les étendues de l'espace à la recherche de nouvelles aventures. Le crissement des freins sur une route mouillée, les yeux du conducteur remplis d'horreur, un bruit d'impact qui te déchire les tympans. Tu rouvres les yeux alors que la pluie tombe sur ton visage et tu ne distingues d'abord rien à travers le flou. Puis ta vision s'éclaircit et tu vois le ciel gris et la tache noire d'un visage au-dessus de toi. « Est-ce que ça va ? Je suis vraiment désolé, je ne vous avais pas vu. » Tu te lèves avec l'aide du conducteur qui t'a renversé. Heureusement, à part les vêtements déchirés, aucun dommage grave n'est à déplorer. Et tu ne ressens même pas de douleur. Ton exosquelette a encaissé la totalité de l'impact. Le chauffeur te propose d'appeler une ambulance, mais tu refuses poliment. Pourtant, vous attendez tous les deux l'arrivée de la police. Tu leur dis que c'est de ta faute car tu as traversé la rue au mauvais endroit. Ils te rappellent à l'ordre et vous laissent partir tous les deux. Une fois chez toi, tu enlèves ta chemise et tu vérifies les plaques de chitine sur ton flanc. Elles ont l'air absolument intactes. L'exosquelette est une merveilleuse caractéristique de l'évolution après tout. Les plaques sont assez solides pour encaisser un choc important sans se casser. Mais elles sont aussi flexibles, agissant un peu comme un ressort quand quelque chose les heurte. Au fait, à propos de ce choc, tu te souviens bien que tu n'as pas traversé la rue aussi vite qu'avant. Tu fronces les sourcils et tu balances tes bras et tes jambes. Puis tu te penches pour vérifier tes soupçons. C'est vrai, il t'est devenu plus difficile de bouger, la carapace est trop rigide. Bon, il est temps de muer alors. Tu prends quelques grandes respirations, puis tu inspires aussi fort que tu peux. Tu entends des craquements derrière toi. C'est la coquille dure qui se désagrège. Ton corps a grandi, et il est gêné à l'intérieur de l'exosquelette. Mais la partie extérieure ne grandit pas, contrairement au reste, elle n'est pas vivante. Tu retiens ta respiration, la poitrine gonflée, et finalement la fissure est assez grande pour que tu puisses enlever la carapace. Mais d'abord, tu te lèves et tu prends un petit pied de biche dans ton bureau. Gardez-la pour cette raison précise. Tu le glisses sous les plaques de tes bras et tu libères les articulations de tes coudes. Ah, ça soulage. La chose dure tombe sur le sol et en dessous il y a une peau douce et ridée qui devient de plus en plus dure à mesure que tu la regardes. Avec tes nouveaux bras un peu plus grands, tu termines de t'extraire de la carapace. Super, maintenant tu es rose et ridé et ta sensibilité a augmenté. Ta nouvelle peau est tendre au toucher, elle ne tolère aucune agression. Il faudra une nuit pour que le nouvel exosquelette durcisse et devienne protecteur, alors tu t'allonges à nouveau sur ton lit et tu t'endors. Le matin, tu es à nouveau couvert de plaques dures. Parfait. Le téléphone vibre et tu vois un rappel. C'est samedi, l'heure de ta course de luge hebdomadaire. Tu t'habilles vite, prends ton sac de sport et tu pars. Tu décides de conduire ta moto jusqu'à la salle de luge. Pas besoin de protection, la carapace est assez dure pour supporter n'importe quel type d'accident. Le vent ébouriffe agréablement tes cheveux et en 20 minutes, tu y es. Tes coéquipiers te saluent du haut de la piste, déjà en tenue de sport. Aujourd'hui, tu as accepté d'essayer d'affronter la plus longue piste avec plusieurs virages serrés et un départ en hauteur. Tu passes en premier. Le vent te souffle immédiatement au visage. La vitesse augmente de plus en plus. Le premier virage serré arrive. Tu tends ton bras sur le côté pour ralentir et tourner, et tu y arrives. Mais le deuxième virage apparaît trop vite et tu ne réagis pas à temps. Ça se passe comme au ralenti. Tu t'approches du virage, la tête la première, en essayant de faire un grand écart, mais en t'inclinant un peu, puis tu glisses tout droit sur la rampe. Et tu es en l'air, tu voles au-dessus. Le sol de la salle se rapproche. Smack! Tu roules dans le gazon artificiel en protégeant ta tête avec tes bras. Tu te relèves lentement en tâtant ton corps partout pour voir les signes de fissure dans la carapace. Tes coéquipiers arrivent inquiets. Tu sembles aller bien, mais il y a un grincement et une douleur sourde sur le côté quand tu inclines ton torse vers la gauche. Tu t'excuses et tu pars à l'hôpital le plus proche. Le médecin inspecte ta carapace et ordonne une radiographie. Sur la photo, tu vois un petit éclat entre deux plaques qui va directement dans les tissus mous en dessous. C'est de là que vient la douleur. Le fait est que les plaques dures et flexibles sont fermement reliées aux muscles et aux autres tissus en dessous. Donc si quelque chose se trouve entre les plaques, cela va dans ton corps proprement dit. Le médecin prend une pince à épiler sur son bureau et retire soigneusement l'écharde. Tu ressens une douleur aiguë, puis un soulagement. Tu la remercies et tu t'apprêtes déjà à partir quand tu entends un gémissement derrière un rideau au fond du bureau. Puis le rideau ondoie un peu et tu vois un bras humain, mais il a l'air étrange. Comme si la carapace avait explosé. Quelqu'un est en train de muer ici ?
Tu regardes le docteur avec surprise, mais elle se lève soudain et te fait sortir d'urgence. Tu décides de découvrir ce qui se passe et de rester à proximité en surveillant discrètement le cabinet du médecin. Les patients vont et viennent, mais à l'heure du déjeuner, tu saisis ta chance. Le docteur part et oublie de fermer la porte à clé. Tu jettes un coup d'œil et tu te faufiles à l'intérieur pendant que personne ne regarde. « Docteur, c'est vous ?» Une voix vient de derrière le rideau. Tremblant de peur et d'appréhension, tu mets la main dessus. Tu prends une profonde respiration et tu l'ouvres. Derrière, sur un divan, un homme est allongé, couvert de bandages jusqu'au visage, avec seulement quelques parties du corps visibles à travers les couches blanches. Et ces taches ne portent aucune trace de carapace. L'homme te regarde en état de choc et appuie sur le bouton qu'il tient dans sa main droite. Presque aussitôt, la porte s'ouvre et 2 paires de mains puissantes te prennent sous les aisselles et te tirent hors du cabinet. Tu sens alors une piqûre aiguë dans ton cou et le monde s'assombrit. Tu te réveilles à cause du bruit et des tremblements. Tu entends des voix silencieuses et tu ouvres les yeux juste un peu. Par les fentes, tu vois que tu es dans un fourgon et juste au-dessus de toi se trouve le médecin de l'hôpital. Mais elle est différente. Ses mains et son cou sont bien couverts de carapace, mais son visage a l'air nu et vivant. Elle te regarde et ses yeux s'élargissent. Elle crie « Arrêtez le camion !» et s'empresse de prendre quelque chose sur le banc à côté d'elle. Elle l'applique sur son visage et tu vois que c'est un masque de carapace. Le fourgon commence à ralentir et de nouveau tu saisis ta chance. Tu te relèves et te jettes sur la porte arrière du camion, la forçant à s'ouvrir. Tu atterris mal, tu te mets debout et tu cours. Derrière toi, le médecin crie « Stop, s'il vous plaît, attendez !» Mais tu cours encore plus vite. Tu réussis à faire du stop jusqu'à ton quartier et à rentrer chez toi à pied. Mais quand tu t'approches de ton immeuble, tu vois un fourgon suspect stationné non loin. Avec l'horreur, tu réalises que tu as donné toutes tes coordonnées à l'hôpital lors de l'enregistrement. Ils savent qui tu es et où tu vis. Tu te retournes pour courir avant qu'ils ne te remarquent, mais tu ne fais que tomber à nouveau sur le faux médecin. Tu recules lentement, mais il y a déjà 2 grands hommes qui viennent vers toi depuis le fourgon. Tu regardes autour de toi en panique, mais le docteur lève la main en signe de paix et te demande de bien vouloir discuter à l'intérieur. Tu ne sembles pas avoir le choix, alors vous rentrez tous les 2 chez toi, laissant les hommes dehors. Lorsque vous vous asseyez, le médecin enlève à nouveau son masque. Il s'avère qu'elle est née avec une anomalie génétique. Son squelette n'est pas à l'extérieur de son corps mais à l'intérieur, et il a une structure osseuse. On s'est moqué d'elle pendant son enfance. D'autres enfants l'appelaient Marie la rachitique. Alors elle a pris les vieilles carapaces de ses parents et les a adaptées à sa taille. Elle a consacré le reste de sa vie à trouver d'autres personnes comme elle, tout en cachant sa véritable identité aux autres. Mais le seul qu'elle ait pu trouver jusqu'à présent est l'homme que tu as vu dans son bureau. Il a eu un accident de voiture et sa vieille carapace empruntée ne l'a pas sauvé des blessures. Et puis tu es arrivé. Après son histoire, le médecin s'est excusé pour son comportement et t'a demandé si tu voulais participer à cette nouvelle expérience. Elle voulait se donner à elle-même, à cet homme, et à d'autres personnes comme eux, une chance de vivre une vie normale parmi les autres. Et pour cela, elle avait besoin de parties d'une carapace qui n'a pas encore été muée. C'est sans danger, assure-t-elle. La carapace va repousser comme toujours. Et après avoir réfléchi un peu, tu acceptes. Elle te sourit et te remercie. Tu te rends dans un laboratoire que Marie a loué pour l'occasion et tu t'allonges sur le billard. Tu vois Jacques, l'homme blessé de son cabinet, sur une table à côté, inconscient. Le médecin dit qu'elle devra te faire une anesthésie générale et te mettre sous analgésique pour prendre les échantillons de ta carapace. Tu fais un signe de tête et elle t'injecte le médicament. Tu te réveilles avec une sensation de fraîcheur dans ton corps. Tu te regardes et tu vois une peau fraîche, qui se durcit lentement comme l'ancienne. Au-dessus de toi se tient Marie. Elle sourit, les larmes aux yeux. Tu regardes sur le côté et tu vois Jacques, assis sur la table, avec la carapace qui s'accroche parfaitement à son corps. Lorsque tu veux dire quelque chose, ton cerveau envoie un signal à tes poumons, ta bouche et ta langue. En un instant, tu prononces le mot. La lumière se reflète sur les objets, tes yeux la traduisent en impulsions électriques et ton cerveau comprend ce que tu vois. Parler, bouger, voir, respirer, tout se résume à un transfert de signaux qui se produit dans ton corps en une fraction de seconde. Imagine maintenant que tu n'es pas 2, mais 16 milliards d'yeux, de mains et de pieds. Ton propre corps n'a pas changé, mais ton cerveau reçoit aussi des informations de 8 milliards d'autres personnes sur la planète. Ce n'est pas ton cerveau ni ton esprit. Tous ces corps sont contrôlés par un seul cerveau commun. Cette hypothèse ne relève pas autant de la science-fiction qu'elle en a l'air. L'intelligence collective existe déjà dans la nature. Les colonies d'abeilles et de fourmis ont la capacité unique de fonctionner comme un seul organisme. Une colonie d'insectes ressemble à un cerveau fonctionnel où chaque individu qui la compose est comme un neurone.
Que se passerait-il si l'évolution ne créait plus les humains en tant qu'êtres indépendants, avec leurs pensées personnelles connues de seuls, sauf lorsqu'ils décident de les partager? Mettons que nous soyons tous une grande colonie avec un seul cerveau partagé. Mais pour pimenter la chose, nous supposerons que tu ne fais pas partie de ce cerveau unifié. Tu es un voyageur de l'espace et tu viens d'arriver sur Terre. La forme de vie dominante est l'être humain. La première chose qui te frappe est la communication. Tu parles à un jeune homme dans la rue. « Nous vivons ici », dit-il, et il s'éloigne brusquement, dans la paix et le calme. Reprends une femme à vélo qui passe devant toi en trombe. « Tous les gens ici », dit un ouvrier du bâtiment en criant depuis le toit d'un bâtiment voisin. « Travaille pour le bien commun », finit une dame âgée depuis son appartement. Tu communiques simultanément avec tous ces gens comme avec un seul individu. Si quelqu'un entame une conversation avec toi ici dans la ville, n'importe quelle personne à l'autre bout de la planète peut poursuivre le dialogue. Les 8 milliards de personnes sur Terre savent de quoi tu parles en ce moment et savent à quoi tu ressembles. En tant qu'organisme unique, la population mondiale entière est consciente de tout ce qui se passe à tout moment. Nul besoin de téléphone. Tu n'as pas besoin d'appeler pour prendre des nouvelles d'un ami ou d'un proche. Tu sais comment ils vont et ils savent comment tu vas. Personne ne peut pas faire quoi que ce soit en cachette. C'est comme si ton petit doigt de pied décidait de vivre une vie indépendante. Tu le saurais immédiatement. Tu ne peux pas prévoir de prendre quelque chose sans demander la permission ou faire du tort à quelqu'un. Cette personne partage tes pensées. Tu ne peux plus surprendre quelqu'un avec un cadeau. Il le sait déjà. Il était dans ta tête quand tu l'as acheté. Dans la vie ordinaire, chaque personne a son propre monde intérieur, ses secrets, ses mystères. Plus maintenant. Ici, tout le monde sait tout sur les uns et les autres, car nous sommes à la fois les uns les autres. Les gens font les mêmes rêves, personne ne cache rien, les mensonges n'existent plus. Pour un organisme aussi énorme, formé de milliards de personnes, il n'y a qu'un seul objectif. La prospérité du collectif. Les gens ne construisent pas de monuments à leur propre gloire. Ils ne se concurrencent pas avec des centaines de marques différentes de voitures, de téléphones, d'accessoires ou de vêtements. Tout le monde vit comme des abeilles dans une ruche. Beaucoup de maisons et de bâtiments sont totalement identiques, par souci d'efficacité. Mais certains sont de véritables œuvres d'art. Une belle architecture et des villes très développées sont comme des décorations pour cet esprit global. Chaque habitant sait exactement quelles sont ses fonctions. Cette personne utilise une voiture pour livrer des marchandises. Une autre se rend à pied à son bureau tous les jours. D'autres utilisent des avions et des bateaux pour faire leur travail. Il existe des millions de tâches différentes et aucune d'entre elles n'est inutile. Si le cerveau unique veut un château, les individus le construisent. Si le cerveau a besoin d'un vaisseau spatial, il le crée. De nombreux habitants travaillent dans une centrale électrique ou une usine alimentaire pour que tout le monde ait tout ce qu'il faut afin de mener une vie normale et confortable. Il n'y a pas besoin de journaux ou d'annonces officielles. Si les scientifiques font une découverte, chaque personne sur la planète le saura instantanément. Beaucoup d'emplois consistent à garder un œil sur la planète et l'atmosphère pour éviter qu'elle ne soit endommagée, et ce, uniquement pour le bien de l'entité commune. Si ne serait-ce qu'un seul des individus ne va pas bien, toute personne à proximité fera tout son possible pour l'aider. C'est comme si l'un de tes doigts était faible ou blessé. Ta main ne pourrait pas fonctionner à 100%. Encore une fois, l'unité a besoin d'individus forts et en bonne santé. Mais il n'y a pas que le travail et les affaires. Tout cerveau aime se détendre, alors les gens organisent des fêtes à l'échelle planétaire. Il y a aussi des divertissements, mais pas du genre auquel tu es habitué. Personne ne produit de films ou de séries, il n'y a pas d'acteurs ou de stars glamour. Et à quoi bon avoir des scénaristes ou une équipe de tournage si le reste de la planète sait de quoi il sera question et comment ça se terminera, avant même que le film ne sorte? Non, le principal divertissement ici est la science. Une énorme quantité de ressources est investie dans l'exploration de la planète et de l'espace. Le monde entier retient son souffle lorsqu'un sous-marin descend dans une partie inexplorée de l'océan. Qu'est-ce que c'est? Une nouvelle espèce jamais vue auparavant dans la fosse des Mariannes. Dès qu'un scientifique voit les images de la caméra sous-marine, la planète entière se réjouit de sa découverte. Il existe pourtant d'innombrables emplois liés à l'exploration spatiale. Le cerveau s'efforce de trouver un être semblable, une autre entité pensante, un inconnu. L'amélioration et la préservation des villes et de la nature sont des priorités absolues pour que les gens puissent travailler et étudier confortablement. Si tu travailles sur un livre ou un article scientifique, il est beaucoup plus facile de le faire dans un endroit propre, avec un accès à la nourriture et à l'eau. Lorsque toi, le visiteur, tu es arrivé sur cette terre,
tu as reçu l'accueil le plus généreux. Tu es le deuxième esprit de ce monde et tu es très intéressant pour des milliards de personnes. Mais notre esprit collectif souffre d'un problème bien particulier. Le cerveau d'une personne ordinaire n'est pas parfait. Tu connais ce sentiment lorsque tu doutes de toi ou que tu n'arrives pas à prendre la bonne décision? Une partie de toi veut quitter un travail que tu n'aimes pas et l'autre partie te persuade de ne pas le faire. Tu fais constamment des allers-retours avec ton esprit, perdu dans tes propres pensées. Cela peut te distraire de ton travail et t'empêcher de dormir la nuit. Ici, ces doutes sont projetés sur des milliards d'individus et des conflits surgissent entre eux. Peut-être que l'ouvrier sur le toit préférerait contrôler ce sous-marin qui explore les profondeurs de l'océan. Certes, on a besoin de tout le monde et ce que fait chacun est tout aussi important. Mais nous avons tous des préférences, n'est-ce pas? L'esprit collectif peut s'énerver, se sentir épuisé ou être désespéré. Nous restons humains après tout. Lorsque cela se produit, la population ralentit. Le cerveau est léthargique, la production traîne. C'est comme si le monde entier était dans le brouillard. Mais tôt ou tard, ce sentiment disparaît et le cerveau collectif est de nouveau de bonne humeur. Les abeilles reprennent leur routine habituelle. Le progrès continue. Chaque année, l'organisme s'agrandit. De plus en plus de personnes naissent. À l'avenir, l'espace et les ressources pourraient ne plus suffire. C'est pourquoi établir un camp sur une autre planète est une priorité croissante. Les premiers vaisseaux ont déjà été construits. Ils enverront des centaines de milliers de personnes sur la planète rouge. Dès que cela se produira, les horizons du cerveau s'élargiront. Les personnes encore sur Terre sauront tout ce qui se passe sur Mars. Tu vis sur cette Terre depuis de nombreuses années et tu documentes ce que tu vois. Cet être humain étrange mais très efficace. Mais tu as aussi remarqué que de mystérieuses créatures vivent ici. Elles n'apparaissent que la nuit, vivent profondément sous terre et ressemblent au reste des humains. Mais le plus étrange est que les 8 milliards de personnes, malgré leur intelligence collective, ne remarquent pas ces habitants. Tu réalises bientôt que ces créatures sont le subconscient. Elles se cachent quelque part dans les profondeurs, mais en même temps, elles contrôlent tous ceux qui vivent à la surface. Comme dans le cerveau humain ordinaire, le subconscient est ici un mystère. Il affecte les émotions et le psychisme de chaque individu. Il pourrait même être à l'origine des rêves collectifs que tout le monde fait, des peurs les plus profondes de cette espèce, de leurs inquiétudes unifiées. L'esprit unique pourrait ne pas être capable d'expliquer pourquoi il se sent si brumeux et anxieux parfois. C'est le subconscient qui tire les ficelles. Et il contrôle le comportement. Chaque souvenir que le cerveau crée, toutes les informations qu'il absorbe, vont à ceux qui sont en dessous. Ils utilisent ces informations pour protéger l'espèce. Tu as déjà eu l'intuition que tu prends la mauvaise décision? Probablement parce que tu as déjà rencontré une situation similaire et que tu n'en as pas tiré de leçon. Tu ne t'en souviens pas, mais ton subconscient s'en souvient et il essaie de t'orienter dans la bonne direction. Tout cela, au-dessus et en dessous, préserve l'espèce. On dirait que l'être humain s'en sortira très bien. Tes fous rires pendant des moments sérieux ne sont pas des rires du tout. Il s'agit d'un mécanisme de défense qui t'aide à traverser les moments difficiles. Même si certaines personnes peuvent le comprendre, il y a de grandes chances que tu ressentes un malaise extrême si cela devait arriver. Pour éviter de rigoler au mauvais moment, tu dois à tout prix remplacer ce type de comportement par quelque chose qui va détourner ton attention. Tu peux par exemple te lécher ou mordre les lèvres, ou encore te mordre l'intérieur des joues, ou même te pincer. La douleur soudaine t'empêchera de rire, ou pas. Le fait de toucher des trucs est une autre solution. L'essentiel est de trouver quelque chose qui puisse te distraire. Il peut s'agir de cliquer sur un stylo, d'appuyer sur des touches de téléphone, ou même de tripoter tes boucles d'oreilles. Si tu ne peux pas t'en empêcher, la seule solution possible est de partir. Trouve une bonne excuse. Tu peux dire que tu te sens nauséeux ou que tu as besoin de prendre l'air afin de pouvoir éclater de rire à l'abri des regards. Le rire peut être un bon remède lorsque tu te sens stressé, mais par moments, il peut être un peu déplacé. Parfois, fuir ne semble pas possible et se mordre les lèvres n'aide pas. Dans ce cas, tu peux essayer de te concentrer sur une seule couleur dans la pièce. Trouve tous les objets jaunes autour de toi, puis les objets rouges et ainsi de suite. Même un objectif aussi simpliste peut t'aider à reprendre le contrôle de tes émotions. Chante ta chanson préférée, compte de 1 à 20 ou récite la publicité bizarre que tu as vue à la télévision. Il faut généralement moins d'1 minute pour te calmer lorsque tu arrêtes de penser à quelque chose qui te rend nerveux. Lorsque tu arrives à une soirée, il y a de fortes chances que tous les regards se tournent vers toi. Garde les yeux grands ouverts pour montrer que toi aussi tu t'ouvres au monde. Lorsque tu souris, garde la bouche légèrement ouverte.
Si le sourire est trop large, certaines personnes pourraient penser qu'il est un peu faux. Il est temps de saluer tout le monde ici. Rappelle-toi qu'une poignée de main molle peut être assez déconcertante. Après tout, c'est la première impression que tu donnes. Si ta poignée de main est ferme, les gens pensent instantanément que tu es une personne extravertie et sociable. En plus, les personnes qui ont une poignée de main ferme ont plus de chances de trouver un job. Ah, et personne n'aime toucher des mains froides, alors réchauffe-les avant de serrer des mains. La façon dont quelqu'un te serre la main peut montrer ses intentions. Une poignée de main à deux mains signifie qu'on peut faire confiance. Et si quelqu'un te touche le bras ou l'épaule tout en te serrant la main, cela signifie probablement que cette personne manque de communication. Porte toujours ton sac avec la main gauche. La droite doit toujours être prête pour une poignée de main. Il n'est pas vraiment pratique de changer de main au moment où tu dois saluer une personne lors d'une réception. Une autre astuce pour paraître plus sociable à n'importe quel événement est de toujours tenir un verre. De cette façon, les gens autour de toi croient en quelque sorte que tu es plus abordable. Qu'il s'agisse d'un vieil ami ou d'une personne que tu viens de rencontrer, utilise toujours le prénom de la personne à qui tu parles. Oui, il y a peut-être des centaines d'invités à un événement, mais si tu répètes leur nom en leur parlant, ils se sentiront spéciaux. J'avais une amie à l'école qui pouvait se souvenir des prénoms de toutes les personnes qu'elle rencontrait à une soirée. Je me souviens que tout le monde l'appréciait pour ça aussi. Fais un compliment à la personne à qui tu parles. Les psychologues affirment que tout ce que nous disons influence la façon dont les gens nous perçoivent. Lorsque tu fais un compliment et que tu dis à quelqu'un qu'il est superbe, il commence inconsciemment à penser que tu es gentil. Cela fonctionne dans les deux sens. Si tu te plains que quelqu'un n'est pas gentil, les gens pourraient penser que c'est toi qui n'es pas gentil et non la personne dont tu parles. Pour que les gens t'apprécient encore plus, et c'est la technique du miroir. Il s'agit essentiellement de refléter et de répéter le langage corporel de ton interlocuteur. C'est toujours agréable de rencontrer quelqu'un comme toi. En ce qui concerne le langage corporel, attention à ta posture. Garde le menton parallèle au sol et les épaules en arrière tout le temps. En position assise, garde les jambes croisées. Cela aide aussi à garder une bonne posture. De nombreuses personnes peuvent inconsciemment ressentir l'humeur des gens qui les entourent. Ainsi, si tu veux que ton pote se sente à l'aise lorsqu'il est avec toi, sois de bonne humeur ou du moins essaie de le paraître. Tes bonnes vibrations se propageront et les gens t'apprécieront instantanément, simplement parce qu'ils se sentent bien en ta présence. Attends-toi à de bonnes choses de la part des gens. Cela peut sembler totalement bizarre, mais si tu penses que quelqu'un n'est pas gentil, tu te comporteras d'une manière qui révélera toutes les pires choses sur cette personne. Il y a de fortes chances pour qu'elle ne soit pas vraiment sympa avec toi. Si, au contraire, tu te montres aimable, la plupart des gens feront de même. Celle-ci est plutôt illogique. Si tu es trop gentil et altruiste, certaines personnes pourraient ne pas vouloir travailler ni se lier d'amitié avec toi. Cela semble bizarre, mais le problème est que les personnes altruistes peuvent pousser les autres à penser qu'elles ne sont pas à la hauteur. D'autres encore ne croient tout simplement pas en la sincérité des personnes altruistes. Eh oui, personne n'aime vraiment Monsieur et Madame Parfait. Existe-t-il vraiment de toute façon ? Un bon conseil est donc de montrer à quel point tu peux être imparfait parfois. Les psychologues disent que les gens ont tendance à apprécier ceux qui font des erreurs de temps en temps. C'est bien vrai. Toucher les gens sans arrêt n'est pas une bonne idée. Mais un toucher subtil peut faire en sorte que les gens se sentent plus à l'aise avec toi quand tu leur parles. Tape-leur légèrement dans le dos ou touche leurs bras, mais pas jusqu'à l'extrême. Une expérience a montré que les serveuses qui utilisaient cette technique en rendant la monnaie gagnaient des pourboires plus importants. Bim ! Pour que quelqu'un t'apprécie encore plus, essaie de lui révéler un secret. Il doit s'agir de quelque chose de personnel qui pourrait être utilisé contre toi. Cela fonctionne dans les deux sens, mais ton nouvel ami doit être sûr que tu ne balanceras rien. La fiabilité est aussi importante que la loyauté et l'honnêteté. Des questions informelles comme « Quelle est ta couleur préférée ?» sont acceptables, mais « Parle-moi de ton premier amour » pourrait probablement t'aider à mieux connaître cette personne. Quoi qu'il en soit, sois prudent avec ce genre de questions et vas-y seulement si tu es sûr que tu ne blesseras personne. Ton comportement sur Internet forme l'impression générale que les gens ont de toi. Ne partage pas trop de photos sur les réseaux sociaux. Oui, tu peux donner l'impression d'être sociable et ouvert. Mais pourtant, une étude récente a révélé que les gens ne semblent pas vraiment s'identifier à ceux qui partagent trop de photos sur Internet. Cependant, ne va pas non plus dans l'autre sens. Ne rien partager du tout peut être encore pire que de trop partager. Il est suspect qu'une personne ait trop ou trop peu de personnes dans sa liste d'amis. Une autre étude a révélé que le nombre idéal pour être apprécié est d'environ 300 personnes. Les personnes qui ont moins de 100 personnes dans leur liste ont un faible capital sympathie, tandis que celles qui ont plus de 300 sont considérées comme cherchant la popularité ou trop axées sur les réseaux sociaux.
Oublie 300. Si tu as ne serait-ce que 6 vrais amis qui te connaissent vraiment et t'aiment quand même, c'est bien mieux que 300 connaissances. Mais ce n'est que mon opinion. Très bien, revenons à la soirée. Lorsque tu parles avec quelqu'un et que tu obtiens une réponse qui ne te satisfait pas, essaie de le regarder dans les yeux. Beaucoup de gens commencent à sentir que quelque chose ne va pas, ce qui pourrait éventuellement les faire changer d'avis. Non, ça ne marche pas si tu demandes à un inconnu de te filer sa voiture en cadeau. Qu'est-ce qui t'a pris ? Lorsque tu as une discussion houleuse et que ton adversaire n'est pas d'accord avec toi, commence à parler plus vite. Ainsi, il n'aura pas le temps de tout assimiler, il devra réfléchir à nouveau et probablement reconsidérer son opinion. Cela fonctionne dans les deux sens. Si une personne est d'accord avec toi, commence à parler plus lentement pour qu'elle puisse évaluer correctement le message. Encore une fois, parler vite ne te permettra pas d'obtenir gratuitement la voiture d'un parfait inconnu. Non mais c'est quoi cette histoire de voiture ? La façon dont tu demandes de l'aide aux gens est importante si tu veux être sûr d'obtenir ce dont tu as besoin. Les gens aiment se sentir importants, alors si tu dis « j'ai besoin de toi », tu as plus de chances d'obtenir cette aide. Pierre, papier, ciseaux est célèbre pour aider les gens à faire des choix difficiles. Il y a un moyen sûr de le gagner. Juste avant le jeu, pose une question aléatoire à ton adversaire, comme « tu savais qu'on était tous faits de pixels ?» Ton pote sera confus et peu enclin à faire ciseaux. Bien sûr, c'est à ça que servent les amis, est une combinaison de mots magiques que tu devrais prononcer lorsque quelqu'un te dit « merci » pour quelque chose que tu as fait pour lui. En gros, dis ce que tu veux sauf « pas de problème », ce qui ne fait que dévaloriser le geste gentil de la personne. Certaines personnes ont tendance à oublier les bonnes choses que les autres font pour elles, mais cette phrase les fera se souvenir qu'elles te sont en quelque sorte redevables. Une autre réponse classique est « je t'en prie ». On ne l'entend plus vraiment aujourd'hui. Lire le langage corporel peut t'aider à lire dans les pensées des gens. Si quelqu'un ferme les yeux, soit il cache quelque chose, soit il en a simplement assez de toi. Probablement les deux. Si une personne se touche la bouche, c'est qu'elle vient de dire quelque chose qu'elle ne voulait pas dire. Ou bien elle a un bouton de fièvre. La façon dont les gens s'assoient peut les trahir. Les personnes qui se penchent en avant lorsqu'elles sont assises veulent généralement établir un contact et apprécient leur interlocuteur. Si une personne a plutôt tendance à se pencher en arrière, cela montre qu'elle s'ennuie et n'a pas vraiment envie de parler. Dans tous les cas, tu viens de découvrir quelque chose sur elle. Mais je t'en prie. Jour 1. Tu marches vers la place centrale de ta ville. Dans quelques minutes, tu vas retrouver ton meilleur ami que tu n'as pas vu depuis des années. Tu arrives tôt et tu appelles ton ami pour savoir où il est. Il décroche le téléphone et tu demandes « Attendez, qui est-ce » Ton ami répond « Qui est à l'appareil ?» Tu prends peur, tu raccroches et tu t'arrêtes. Mais où es-tu en train d'aller ? Les gens autour de toi s'arrêtent aussi. Tout le monde se regarde avec surprise. Personne ne comprend ce qui se passe. Chaque personne sur la planète a perdu la mémoire. Mais pas complètement. Tu sais que tu es un être humain vivant au XXIe siècle dans une société civilisée. Les difficultés commencent lorsque tu essaies de relier les événements du passé avec le présent et l'avenir. De plus, tu as oublié les visages des gens. Tu ne reconnais pas ton meilleur ami qui passe par là et tu ne te souviens pas si tu as des animaux domestiques à la maison. Tu ne sais plus où tu travailles, ni qui est ton responsable. Tu sais que l'argent a une certaine valeur, mais tu oublies son utilité. Pourtant, tu te souviens comment conduire une voiture, utiliser un téléphone, prendre une douche, lire, écrire et fermer la porte de l'appartement. La mémoire des choses quotidiennes est restée intacte parce que tu les fais sans réfléchir, automatiquement. Le reste de ton esprit a été en quelque sorte vidé. Des embouteillages se forment sur les routes. Les gens arrêtent leur voiture parce qu'ils ne savent plus où ils vont. Ceux qui ont récemment reçu leur permis de conduire oublient les règles de conduite et la façon d'utiliser une voiture. Les émissions de télévision sont interrompues. Un animateur commence à présenter la météo puis demande « Que se passe-t-il » Tous les journalistes travaillant à l'antenne se posent la même question. Tu allumes la télévision et tu ne vois que des visages confus. Ils comprennent qu'ils sont filmés par des caméras vidéo et regardés par des millions de personnes, mais personne ne se souvient de ce qu'il est censé faire. Les présentateurs, les caméramans et tous les membres de l'équipe de production n'ont aucune idée de ce qu'ils doivent faire ensuite. Bientôt, toutes les émissions s'arrêtent. La ville est en état de panique. Les gens comprennent que quelque chose cloche. Un homme court partout en pleurant. Il sait qu'il a une famille, mais il ne se souvient pas de qui ils sont. Une fille assise à l'arrêt de bus semble nerveuse. Elle est sûre qu'elle doit aller quelque part, mais n'a aucune idée de sa destination et du bus qu'elle doit prendre. Un groupe d'amis est assis à la table d'un restaurant et se sent mal à l'aise, car ils ne comprennent plus pourquoi ils mangent ensemble.
Les élèves qui passent un examen en ce moment sont rongés par le stress. Ils ont oublié tout ce qu'ils ont appris au cours des derniers mois, jusqu'au nom de la matière. Les professeurs ont aussi oublié ce qu'ils doivent enseigner. Pendant plusieurs heures, tu erres dans la ville avec de nombreuses personnes désorientées. Tout le monde sait qu'il vit quelque part, mais ne se souvient pas de l'endroit exact. Heureusement, tu n'es pas loin de chez toi, et lorsque tu passes devant un bâtiment à plusieurs étages, il te semble immédiatement familier. Tu montes 10 étages à la recherche de la bonne porte. Et finalement, tu trouves ton appartement. Mais la clé ne rentre pas. Une vieille dame ouvre la porte. « Êtes-vous mon fils ?» demande-t-elle effrayée. Tu réponds que tu as peut-être fait une erreur et tu te diriges vers l'appartement suivant. La clé rentre cette fois-ci. Tu es enfin chez toi. Jour 2. Tu ne peux pas aller sur un quelconque site web ni passer d'appel car les fournisseurs du monde entier ont oublié comment faire fonctionner Internet. Et puis l'électricité et l'eau cessent de fonctionner aussi. Tu as faim et tu te souviens comment faire un sandwich. Tu ouvres le réfrigérateur, mais il n'y a presque plus de nourriture. Tu sais qu'il y a un endroit où tu peux en trouver. Tu sors, tu marches dans les rues et tu trouves un supermarché. À l'intérieur, tu vois des gens qui déambulent entre les rayons de nourriture. Tu prends du pain, des légumes, du jambon et tu vas à la caisse. Il semble que tu dois faire quelque chose, mais tu ne te souviens pas de quoi exactement. Alors tu quittes le magasin sans payer. Même si Internet et la télévision ne fonctionnent pas, tu t'amuses. Tu redécouvres le monde. Les gens deviennent qui ils sont vraiment. Plus personne n'essaie de faire semblant. Un patron strict se révèle être un gars gentil et un peu timide. Une femme qui médite depuis plusieurs mois pour contrôler ses émotions est en colère contre tout. Les gens deviennent trop francs. Toutes les barrières sociales s'effondrent. Tu ne penses pas à ce que les autres vont penser de toi, car ce sont tous des inconnus. Pour certains, cela apporte de la joie. Ils se sentent libres et crient à tue-tête dans les rues. D'autres ont peur de sortir de chez eux, car ils ne se sentent plus en sécurité. Jour 3. Les ordures s'accumulent dans ton appartement. Beaucoup de gens jettent simplement les déchets par la fenêtre dans la rue, mais tu sens que c'est mal, alors tu les mets dans un conteneur près de chez toi. Des gens heureux se promènent dans la ville. Ils écoutent de la musique et redécouvrent leurs chansons préférées. Tout le monde communique joyeusement. Personne ne va au travail. La nourriture et les vêtements sont gratuits. Tu sens que cela ne va pas durer longtemps. Les batteries des téléphones vont finir par s'épuiser, tout comme la nourriture et l'eau. Jour 4. Tu te promènes à vélo dans la ville. Tu remarques que de plus en plus d'ordures s'entassent dans les rues. Il y a beaucoup de gens dans les supermarchés. Ils se battent pour avoir de la nourriture. Puis tu remarques quelque chose d'étrange. Une alarme se déclenche depuis une voiture garée. Le passant prend peur et donne un coup de pied à la voiture. « À quoi tu sers ?» demande-t-il énervé. Il semble que la perte de mémoire s'aggrave. Tu remarques une barrière devant toi et tu réalises que tu ne sais pas vraiment comment la contourner. Il est temps de faire une promenade. Au bout d'une heure, tu réalises que tu ne sais pas où aller. Où se trouve ta maison? Tu ne paniques pas car l'air est agréablement chaud. En fin d'après-midi, tu trouves un banc dans un parc tranquille et tu décides d'y dormir. Jour 5. La lumière vive du soleil te réveille. Tu ne te souviens pas comment tu as atterri sur ce banc et tu ne sais pas où tu es. Tu as soif, alors tu vas chercher de l'eau. Il y a un petit étang dans le parc. Beaucoup de gens y boivent de l'eau et tu te joins à eux. Tu as oublié que tu ne pouvais pas boire à cet endroit. Tu pourrais prendre une bouteille de soda dans un magasin à la place. Mais qu'est-ce qu'un magasin? Qu'est-ce qu'une bouteille? Presque toute ta mémoire est effacée et il ne reste que ton instinct. Jour 6. Tu croises une femme effrayée avec un bâton à la main. Elle te crie quelque chose. Tu veux lui demander ce qui s'est passé, mais tu ne sais plus parler. La femme fait des gestes, saute, fait des bruits bizarres, attrape ta main et t'emmène quelque part. Les gens se comportent comme des animaux. Ils grimpent aux arbres, cassent les fenêtres des maisons, ramassent les restes de nourriture dans les poubelles. La femme s'arrête soudainement et te regarde. Elle a oublié où aller et ce qu'elle voulait te montrer. Tu ne te souviens pas non plus pourquoi tu l'as suivie et tu t'en vas.
Jour... Quel jour sommes-nous exactement aujourd'hui? Qu'est-ce qu'un jour? Tu es pieds nus, quelque part dans la forêt, en train de courir après des écureuils, mais tu n'arrives pas à les rattraper. Tu grimpes dans un grand arbre et tu vois d'étranges objets verticaux au loin. Certains d'entre eux émettent de la fumée. C'est une ville en ruine, mais tu ne te souviens pas de ce qu'est une ville. La nuit tombe. Tu regardes les étoiles et la lune. Tu tends la main pour tenter d'attraper cette dernière, mais elle est trop haute. Tu montes encore plus haut, mais la lune semble à la même hauteur. Tu la regardes et tu t'endors sur la branche de l'arbre. Matin, tu ouvres les yeux et tu hurles de peur. Que fais-tu là-haut? Où es-tu? Pourquoi la ville est-elle si loin? Pourquoi tes vêtements sont-ils déchirés? Où sont ton téléphone et tes clés d'appartement? La mémoire t'est revenue, mais tu ne te souviens pas de ce qui s'est passé au cours des 7 derniers jours. Tu retournes en ville et tu croises des gens surpris. Ils ne savent pas non plus ce qui s'est passé. Et le plus drôle, c'est que personne ne peut résoudre ce mystère puisque toutes les caméras de la ville ont été désactivées et que les informations n'ont pas couvert ces événements. L'humanité s'est réveillée dans le chaos. Tout ce dont tu te souviens, c'est que tu étais pressé de retrouver ton ami et un instant plus tard, tu t'es réveillé dans un arbre.